Bonjour et bienvenue à cette vidéo présentée par les producteurs de pommes du Québec. Mon nom est Jérôme-Antoine Brunel, directeur général de l'organisation. La présentation d'aujourd'hui, c'est des informations que je ramène du US Apple Outlook qui a eu lieu à Chicago du 13 au 15 août 2025. En fait, c'est une compilation de différentes présentations, donc de l'information dans les différentes présentations qu'il y a eu lors du US Apple Outlook, principalement par rapport à la mise en marché des pommes. Donc, en effet, la présentation s'intitule Mise en marché, production, conditionnement, commercialisation, transformation, distribution, vente au détail et marketing. Dans un premier temps, qu'est-ce que le US Apple Outlook? En fait, c'était la 130e édition en 2025, donc une conférence qui réunit producteurs, transformateurs, tous les intervenants du marché allant de la distribution, du transport des pommes, du concentré de pommes, le domaine des assurances et bien sûr, on parle beaucoup de politique avec beaucoup d'activités de réseautage entre les participants. Qu'est-ce que le US Apple maintenant? C'est l'organisation qui représente les pommiculteurs des États-Unis regroupés au sein d'une quarantaine d'associations des différents États et les entreprises du secteur comme les emballeurs, les transporteurs, etc. Et le principal mandat du US Apple, ben, il est politique aux États-Unis, donc un groupe de lobby auprès du gouvernement américain pour notamment les politiques en lien avec le commerce international, la main-d'œuvre au niveau du secteur agricole, le Farm Bill, donc les subventions aux entreprises, et la protection des cultures, donc l'assurance récolte. C'est les grands thèmes mis de l'avant par l'organisation. Donc, pour la trame de la présentation, j'ai décidé un peu d'y aller du producteur au consommateur. Donc, si on regarde la profitabilité au verger, lors de la conférence, il y avait une présentation des coûts de production et des retours, donc des revenus pour les vergers dans l'État de Washington en 2024, présenté par Karina Gaillardeau, donc qui est professeure et spécialiste de la diffusion de l'information à la School of Economic Sciences à l'Université de l'État de Washington. Donc ici, on a un exemple de données présentées lors de la conférence, les bénéfices et les coûts de la production de pommes en 2024, encore une fois, dans l'État de Washington. Donc en bleu pâle ici, nous avons les coûts variables et en bleu plus foncé, nous avons les coûts fixes. Et en bleu, entre le pâle et le foncé, nous avons les coûts d'opportunité. Donc, elle calcule, en fait, les chercheurs calculent l'argent investi dans le verger. S'ils avaient été investis ailleurs, quel retour ils auraient eu. Et le point rouge, c'est la profitabilité, donc les retours, les revenus faits avec un prix de 40 US la boîte. Il y a deux systèmes de production à l'étude, donc le spindle et le angle. C'est juste deux différents systèmes de production en haute densité avec certaines variables. Vous pouvez faire les recherches avec les deux mots pour comprendre davantage. Mais ici, on a par variété. Donc, en 2024, ce que ça démontre, c'est que produire de la gala dans l'État de Washington, on vendait en bas du coût de production au niveau des coûts variables et des coûts fixes. Et donc, on ne profitait pas de la culture de la Gala ni de la Granny Smith. Ici, on voit que le point rouge est en bas, donc à l'intérieur des coûts. Par contre, au niveau de la Honeycrisp et de la Cosmic Crisp, le point rouge est au-dessus des coûts fixes et variables au verger. Donc, il y a une profitabilité démontrée en 2024, encore une fois, ça peut varier d'une année à l'autre, mais en deçà d'un coût d'opportunité avec l'argent investi ailleurs aurait été plus profitable que dans la production pommicole. Donc, si on regarde un parallèle avec le Québec, on est allé dans les documents publiés récemment. On a publié le portrait technico-économique de la production de pommes au Québec en 2022. Vous pouvez retrouver ce document-là sur le site des producteurs de pommes du Québec dans la section économie, coûts de production. Et également, on avait publié début 2024 le portrait des vergers au Québec
avec, dans le fond, le portrait 2022 avec les données 2022 de la financière. Ce portrait-là, on est en train de le mettre à jour. Il va bientôt être disponible pour le portrait 2024. Donc, il y a des éléments dans ces documents-là et d'autres éléments qui sont considérés dans les études de coûts de production aux États-Unis que j'ai mis en parallèle dans le tableau suivant. Ce qu'on voit, c'est que la taille d'entreprise en termes d'acres, donc dans l'échantillon des différentes études, on a deux différentes études américaines ici dans le tableau. Donc, l'étude de l'Université de Washington qui a été présentée précédemment, donc qui a été présentée au US Apple, Outlook, mais la présentation en tant que telle faisait aussi référence à une autre étude de l'Université de Cornell qui rapporte finalement la production pommicole dans l'État de New York. Donc, la taille moyenne d'entreprise pour l'étude de l'Université Cornell, c'est 88 acres, alors que c'est 300 acres dans l'État de Washington. Et pour l'étude au Québec, on a un échantillon avec une taille moyenne de 52 acres. Donc, on voit vraiment la différence de taille d'entreprise dans l'une et dans l'autre des juridictions, ce qui vient amener nécessairement une différence au niveau des rendements. Ici, la deuxième ligne en termes de minot à l'acre, on parle de 1827 dans l'État de Washington pour l'étude sur les coûts de production. Donc, c'est la donnée qui est utilisée pour analyser le coût de production. Dans l'État de New York, pour l'Université Cornell, c'est 942 et au Québec, c'est 634. Encore une fois, on voit les différences entre les différentes juridictions, puis c'est à mettre en perspective quand on interprète les données et quand on veut les, euh, les comparer finalement. Au niveau de l'espacement entre les arbres et les rangs, il y a des données spécifiques utilisées dans les deux études américaines. Pour le porte-greffe, il y a des porte-greffes spécifiques utilisés aussi dans les études sur les coûts de production dans l'État de Washington et l'État de New York. Par contre, au Québec, on a fait une moyenne du portrait finalement. Donc, on a considéré que 61% de l'échantillon était en nain, 21% en semi-nain et 17% en standard, basé sur ce qu'on voyait dans le sondage là, sur les coûts de production mené par le CECPA. Donc, on voit entre parenthèses ici le CECPA, qui est le Centre d'études sur les coûts de production en agriculture. Deux autres éléments qui sont intéressants, donc la durée de vie de la plantation est considérée, le 20 ans est dans l'État de Washington et dans l'État de New York, et la densité, donc qui est de 1452 et de 1265. Pour ces deux éléments-là, si on faisait un parallèle avec le Québec, ici dans le portrait des vergers 2022 du Québec, on voit l'âge des pommiers, donc le nombre d'arbres sur les différents âges productifs en bas. Donc, on voit que la très grande majorité des arbres, donc des pommiers au Québec, ont 8 ans et plus. Et on arrive à peu d'arbres là, qui sont plus de 20 ans, plus de 31 ans, il y en a encore. Donc, on pourrait considérer là, que la durée de vie de plantation pourrait être la même au Québec, selon moi. Et pour ce qui est de la densité, bien encore là, on a fait état là, de ce qu'on avait considéré au niveau des différents porte-greffes. Mais si on regarde le portrait, en fait, dépendant là, du porte-greffe puis de l'âge, on a différentes densités au Québec. Donc, les nouvelles variétés versus les variétés traditionnelles pour le nain, le semi-nain et le standard. Donc, on voit en quelque sorte de manière globale, le Québec se compare là, avec la même densité. Quand on parle de haute densité, dans le fond, qu'est-ce que veut dire le terme haute densité? Ça peut vouloir dire différentes choses. Comme on le voit, ça veut dire 1452 dans l'État de Washington et 1265 dans l'État de New York, alors qu'au Québec, ben, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on voudrait adopter comme système pour optimiser la production et, dans le fond, réduire également les coûts. Donc, pour ce qui est des conclusions de la présentation sur les coûts de production et les bénéfices au verger en 2024 dans l'État de Washington, présentation qui a eu lieu au Outlook, on regarde au niveau des investissements, des coûts et des rendements. On peut voir que la production en mûrs fruitiers, donc vraiment la technique de haute densité, dégage 14 à 20 plus d'investissement et 24 à 25 plus de rendement. Pour la Honeycrisp particulièrement, le coût d'opération est de 35 à 40 plus élevé.
mais le prix de marché est de 25 à 83 plus élevé. Donc, on a un plus gros investissement, mais un plus gros retour également. Au niveau des coûts d'opération, ben, dans l'État de Washington, on parle de 60 à 65 en main-d'œuvre, principalement pour la récolte et deuxièmement pour la taille et la conduite, alors que dans le coût de production du Québec, on évaluait la main-d'œuvre à 44 des charges variables et à 31 du coût de production, incluant les charges fixes et les frais non monétaires. Pour ce qui est des dépenses en phytoprotection, autant pour les maladies, les insectes, les régulateurs de croissance, donc c'est dans l'ordre dans l'État de Washington, ces trois éléments-là au niveau des coûts. Pour le Québec, on parlait de 12 des charges variables et de 8 du coût de production total. Donc, si on compare ces pourcentages-là des différents coûts d'opération pour l'étude dans l'État de Washington et ce qu'on a comme données au Québec, on peut voir que c'est un pourcentage inférieur au Québec par rapport à la main-d'œuvre, par rapport à la phytoprotection également. Pour la rentabilité, ben, ça dépend des conditions de marché et des décisions liées à la structure de coûts naturellement. Maintenant, pour les producteurs américains, qu'est-ce qui change la donne? Et on en a beaucoup parlé au Outlook, c'est l'appui de l'État. Donc, une autre présentation qui a eu lieu de la vice-présidente du US Apple, Diane Curl, au niveau de programme d'assistance là, pour les cultures de spécialité dont fait partie les pommes. En décembre 2024, le USDA a annoncé 900 millions d'aides pour les productions spécialisées. Et en avril 2025, ils ont bonifié à 1,3 milliard de dollars. Donc, le US Apple a fait des représentations pour augmenter les limites de 125 000 à 900 000 dollars, donc le maximum qu'on peut aller chercher dans ce programme-là en tant que pommiculteur aux États-Unis, et que le revenu brut ajusté soit éliminé si euh, plus de 75 de ce revenu provient de l'agriculture et plus de 300 millions de dollars pour les producteurs de pommes a été évalué à travers les différentes mesures. Donc, du 1,3 milliard, les producteurs de pommes spécifiquement auraient eu accès à 300 millions par rapport aux autres cultures, ce qui est pas rien. Dans leurs arguments, ce qu'ils mettent de l'avant auprès du gouvernement américain, c'est la compétitivité. Donc, pour la recherche, le marketing, la promotion des exportations, donc développer les nouveaux débouchés. Donc, c'est de l'argent qui est dédié à ces éléments-là et le traitement équitable avec les autres productions. Donc, ils défendent les pommiculteurs par rapport à ce que les autres productions peuvent aller chercher dans les programmes. Donc ici, vous avez une diapositive telle quelle dans la présentation. Ça dit que l'industrie est gagnante avec le Big Beautiful Bill, donc la pièce de législation présentée par l'administration Trump qui a fait beaucoup jaser sur différents éléments. Mais au niveau du soutien à l'agriculture, le US Apple s'en cache pas, l'industrie est gagnante avec deux fois plus de financement pour le Market Access Program, donc développer des nouveaux débouchés dans un contexte de guerre commerciale, euh, d'augmenter les subventions pour le Specialty Crop Research Initiative, donc plus de dollars pour la recherche pour les cultures de spécialité, et dans le fond, des améliorations pour certains programmes, notamment l'assurance récolte, et différentes mesures pour les programmes couvrant les désastres et la conservation. Un autre élément qui est non négligeable de support de l'État aux États-Unis pour le secteur pommicole, c'est l'achat institutionnel, donc le Nutrition Assistance Program qu'appelle du USDA. Le 1er août 2025, ben, il s'était annoncé qu'il allait avoir un achat de pommes fraîches du USDA d'une valeur de 35 millions de dollars pour racheter, en fait, c'est de la pomme de numéro 2 qui est ensuite redistribuée dans les banques alimentaires. Donc ici, on a un énoncé du président et PDG du US Apple qui reconnaît, dans le fond, l'action du USDA pour cette action qui est gagnante-gagnante pour les producteurs et pour les Américains plus défavorisés via le programme d'assistance nutritionnelle du USDA. Maintenant, si on revient au verger, on pourrait se poser la question, pourquoi miser sur de nouvelles variétés? Il y a eu une présentation du décalage historique de la courbe de demande que je trouvais intéressant.
Euh, c'est une présentation de Welcome Sour, donc ça s'intitulait Fresh Apple Economic Demand History, donc l'historique de la demande de la pomme fraîche. Et oh, ici, c'était spécifiquement pour les pommes de Washington, encore une fois. On avait différents graphiques comme celui-ci que je vais vous expliquer. Donc ici, on a un graphique qui expose la courbe de la demande historique pour la variété Gala dans l'État de Washington, encore une fois, de 1991 à 2024. Donc, au bas ici, dans l'axe des abscisses, on a le nombre de boîtes par année vendues. Donc, on a des milliers. Donc, on a finalement des millions si on regarde l'échelle. Et en ordonnée, on a le prix moyen de dollars par boîte avec ajusté pour l'inflation, donc en dollars 2025 équivalent. Ce qu'on peut voir, c'est que au début de la variété, donc dans les années 90, 91, 92, on voit 93, 94, jusqu'au milieu 96 ici, on avait peu de quantité vendue de la Gala, mais à un très bon prix. Ensuite, une deuxième phase, lorsque la variété a pris en popularité, on a une augmentation des nombres de boîtes vendues, donc une augmentation des volumes, mais une diminution du prix. Donc, avec plus d'offres, on a une diminution du prix. Et là, après ça, ben, ça se promène dans les années 2000. Il y a des années où on vend plus de galas, on en vend moins et le prix fluctue. Mais on peut voir à un certain moment, donc quand on voit que la variété est plus mature sur le marché, ben, ça se promène en termes de quantité, mais le prix varie selon une fourchette quand même assez restreinte. Donc, le présentateur parlait d'un cycle de vie économique, une illustration de ce cycle de vie avec une haute demande pour une nouvelle variété. Quand il y a effet de nouveauté, on en vend peu, mais à bon prix. Et quand les points se dirigent plus vers la droite, ben, on a des volumes plus importants, on a des nouveaux marchés, on a une amélioration de la qualité et plus de disponibilité à l'année longue. Ensuite, dans les points plus en brun, mais on parle d'une maturité de la demande. Et finalement, avec les points en gris, on peut parler d'une demande décroissante, probablement due à l'effet de substitution avec des nouvelles variétés qui arrivent sur le marché à ce moment-là. Ici, on a le même graphique, donc la même courbe de demande historique. Et on voit dans le fond que c'est un peu, en fait, c'est pour la Honeycrisp dans l'État de Washington, une variété euh, qui est plus récente. Et on voit ici l'effet 2023. Donc, on avait parlé du prix de la Honeycrisp en 2023 qui avait beaucoup baissé. On le voit ici dans le graphique. Donc, il y a eu beaucoup d'offres. Il y a eu une grosse récolte en 2023 et le prix a chuté. Mais on voit qu'en 2024, ben, les quantités ont été réduites et le prix a quand même augmenté. Donc, on voit ici là, une certaine maturité qui arrive également pour la Honeycrisp dans l'État de Washington, encore une fois. Donc, production de pommes, coût de production, revenus, marché, subventions pour les producteurs, tout ça dans un contexte économique. Il y avait une présentation sur les éléments de contexte économique plus globaux de l'heure actuelle qui était de David Opedal, qui est de la Réserve fédérale, donc de la Banque de Chicago. Ils ont présenté ce graphique-ci qui est, dans le fond, un index de l'incertitude économique due aux politiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici en 2025 l'augmentation de cet index-là vraiment dans la période 2025 liée aux tarifs. Donc, on voit dans le fond que les politiques tarifaires de l'administration Trump créent de l'incertitude économique aux États-Unis sans précédent finalement depuis 1995. Le présentateur nous a aussi rapporté une tendance de consommation que je trouvais intéressante. Ici, on a les ventes en milliards de dollars, en dollars dépensés par les consommateurs américains au niveau de l'épicerie, donc ce qu'on achète dans un magasin de détail en alimentation versus les dépenses au restaurant. Donc, food services en rouge, les restaurants, cafétérias de ce monde, et en gris, les épiceries et détaillants
Après ça, on voit l'effet de la COVID et du confinement. Donc, on voit en 2020 que les dépenses en restaurant ont vraiment chuté et les dépenses en épicerie ont augmenté. Mais on voit ici, à partir de 2022, pour la première fois historiquement, les dépenses dans les restaurants être plus importantes que les dépenses à l'épicerie et la tendance se maintient. On voit l'écart qui est un écart contraire à ce qu'il y avait historiquement. Donc, historiquement, les familles cuisinaient davantage à la maison et s'approvisionnaient dans les épiceries, allaient au restaurant peut-être une fois de temps en temps plus pour un luxe. Mais là, on voit une tendance inverse, donc plus de dépenses dans les services alimentaires peut-être aussi dû au plus haut prix, parce qu'on dépense plus d'argent quand les prix sont plus élevés. Mais cela dit, pour l'industrie de la pomme, on sait que la pomme, différents produits de la pomme sont peut-être peu présents dans l'industrie des services alimentaires, dans les restaurants. Bon, il y a les restaurants à déjeuner avec des pommes tranchées, mais il y aurait peut-être d'autres opportunités à développer avec la pomme, étant donné les tendances de consommation qu'on voit à l'écran. Continuant dans les tendances de consommation, en fait, ici, on a un graphique qui est tiré d'une présentation de une compagnie qui est beaucoup dans l'analyse des données, donc du marché, les données Nielsen, qui s'intitulait là, Navigating Consumer Expectations in Fresh and Processed Apples, donc pour la pomme fraîche et la pomme de transformation, comment naviguer les attentes des consommateurs. Dans le graphique qu'on voit à l'écran, on a en vert les changements des volumes de vente, en fait, dans les barres, les bâtonnets, si on veut, les changements des volumes de vente depuis les 5 dernières années aux États-Unis par catégorie de fruits. Et les pourcentages complètement à droite, on a le changement dans les prix depuis les 5 dernières années aux États-Unis. Donc, on voit ici que la pomme se situe pas mal au milieu. Donc, on a un changement de moins 0,8 des ventes depuis les 5 dernières années. Donc, un marché assez stagnant au niveau des quantités, avec une augmentation de prix de 8,4 globalement depuis les 5 dernières années. On a toutes sortes de tendances dans ce graphique-là. Si on regarde les extrêmes, donc au niveau de la papaye, les volumes de vente ont augmenté de 27,8 depuis les 5 dernières années, avec une augmentation de prix de 16,8. Et complètement en bas, on a les pamplemousses qui ont diminué leur consommation de 33,9 avec une augmentation de prix de 10,4. Pour ce qui est de la pomme fraîche, on a les différentes variétés, donc les tendances au niveau des différentes variétés encore pour les 5 dernières années. Ici, c'est des données de la distribution, l'ACV. Donc, c'est un indice qui mesure en fait la présence de chacune des variétés sur le marché. Je vais y revenir un petit peu plus tard. C'est tiré de la même présentation. On a Cosmic Crisp qui a beaucoup augmenté depuis les 5 dernières années avec les différentes variétés que vous voyez. Donc, beaucoup de pommes clubées comme la Sweet Tango, la Envy, la Pazaz, avec la Honeycrisp qui est également en croissance. Et au niveau des variétés qui sont en diminution, notamment l'ambrosia. Donc, l'ambrosia qui a moins bien performé qu'au Canada, aux États-Unis. Donc, une distribution diminuée de 5,8 de cet indice-là de la distribution. Pour ce qui est des produits de la pomme plus globalement, ici, on a les changements en volume de vente depuis les 5 dernières années aux États-Unis pour la pomme séchée, les pommes, donc les pommes fraîches, la compote de pommes, le jus de pomme, le cidre, donc hard cider, c'est en fait le cidre, comme on appelle au Québec, avec de l'alcool, et le apple cider tout court, c'est en français finalement du cidre non alcoolisé ou finalement du mou de pomme. Donc on voit que la pomme séchée a beaucoup augmenté de 3,3 millions. Comme on a vu dans un graphique précédent, la pomme fraîche a resté pas mal stagnante, une légère diminution de 0,9 ici. La compote de pomme est en diminution, le jus de pomme également, le cidre alcoolisé également et le cidre, donc le mou de pomme sans alcool, est également en diminution par rapport au volume de vente.
Maintenant, dans les prochaines diapositives, en fait, on a différents éléments. Donc, la différence depuis les 5 dernières années par catégorie de produits au niveau du prix, au niveau des ventes, au niveau des volumes et l'indice ACV de la distribution dont je vous parlais précédemment. En fait, l'indice ACV mesure la disponibilité d'un produit dans le marché qui est pondéré par le volume total des ventes de tous les produits dans le point de vente. En tout cas, c'est un peu technique, mais je trouve que c'est un indice assez intéressant pour dégager des tendances. Parlant de tendances, ce qui a été dit durant cette présentation-là, c'est vraiment que la collation remplace les repas de plus en plus, qu'il y a un défi d'utiliser les nouvelles variétés dans les différents produits. Il y a des meilleures efficacités en production, moins de déclassement, moins de matières premières de disponibles. Pour là, la compote de pommes, dans ce cas-ci, on voit les tendances. Il y a eu une augmentation de prix de 32,1%, une augmentation quand même des ventes de 26,5%, mais une diminution des volumes de moins 4,3%. Et la distribution de la compote de pommes, donc on en voit pas mal autant qu'il y a 5 ans dans les marchés. Les autres tendances pour la compote de pommes, donc il y avait une autre présentation, en fait un panel avec différents transformateurs dans le domaine de la compote. Et ce qui était dégagé comme tendance, c'est la santé des sols, l'agriculture régénératrice, l'emballage compostable et réutilisable que la catégorie veut développer pour aller chercher des parts de marché. Maintenant, au niveau du jus de pomme, dans les 5 dernières années aux États-Unis, on a eu une augmentation du prix de 34,2%, une augmentation des ventes de 22,9%, mais une diminution des volumes de 8,4% et donc une diminution de la distribution d'à peu près 1%. Dans les tendances au niveau du jus de pomme, ce qui était euh, mis de l'avant, c'est qu'il y aurait des nouveaux produits avec des électrolytes dont le Active Line d'un grand transformateur de jus, donc un peu pour remplacer les Gatorade de ce monde, Powerade, donc vraiment des jus plus pour les sportifs. 30 à 40 du concentré consommé aux États-Unis est domestique. Donc, les États-Unis importent beaucoup de concentré de jus de pomme. Et la grande demande pour le jus non fait de concentré a été évoqué. Donc, il y a quand même une tendance pour les jus faits de non concentrés qui est à occuper. Pour le mou de pomme, donc si on veut le cidre de pomme Apple Cider en anglais, le cidre de pomme non alcoolisé, dans les 5 dernières années, une augmentation du prix, une augmentation des ventes, mais une diminution des volumes, puis une diminution de la distribution. Donc, on en voit moins sur les marchés. Pour le cidre de pomme, donc le hard cider, on a une augmentation du prix aux États-Unis, mais une diminution des ventes, une diminution des volumes, donc une diminution de la distribution. Donc une tendance peut-être qui est liée à moins de consommation d'alcool. Pour la pomme séchée, qui est le produit qui semble le plus en vogue, euh, plus 29,9% du prix, plus 50% des ventes, plus de volume et plus présent sur les marchés. Encore une fois, ça peut être lié à la tendance qui a été évoquée dans le sens où les collations remplacent de plus en plus les repas chez les Américains. Donc, la collation santé à base de pommes peut être une belle opportunité pour cette tendance-là. Et finalement, au niveau de la pomme fraîche, ben, on a quand même une certaine constance, stagnation, si on veut, par rapport aux autres produits. Donc, une augmentation du prix de 9%, une augmentation des ventes de 8%, plus ou moins les mêmes volumes et une distribution qui est légèrement à la hausse sur les marchés. Donc, pour développer ces nouveaux débouchés-là, pour gagner des parts de marché chez les consommateurs, ce qui fait la différence, dans le fond, chez le consommateur, selon la présentation, c'était le premier critère de choix d'un magasin, donc basé sur un sondage consommateur. On dit que 73,5% des répondants choisissent leur magasin. Donc, quel magasin auquel on va aller magasiner. La section des fruits et légumes compte pour 73,5 le critère numéro un. 62 ce serait la section des viandes et 37,2 la boulangerie. Donc, la section des fruits et légumes a vraiment quand même un avantage au niveau d'aller gagner les consommateurs là, dans le marché. Après ça, les répondants étaient demandés, bon, qu'est-ce qui distingue son magasin préféré? Donc, mon magasin préféré l'est à cause de, numéro un, le prix.
Donc, les variétés Fuji, Gala et Honeycrisp ont été dégagées comme des points de référence pour les autres. Donc, le prix de la Fuji, de la Gala et de la Honeycrisp va être jugé à savoir si les pommes sont plus ou moins dispendieuses dans ce point de vente-là. La localisation, bien sûr, donc dépendant de où est le magasin par rapport à la demeure. Et la qualité et la fraîcheur des aliments sont des éléments très importants pour choisir son magasin préféré. Maintenant, ce qui fait la différence chez les détaillants, il y avait un panel de représentants de la chaîne de distribution H-E-B Grocery Store. C'est une chaîne d'alimentation basée au Texas. Et ce qui était dit dans cette discussion-là, en fait, c'était une discussion qu'il y aurait des points d'emphase à mettre chez les détaillants. Donc, la qualité et le prix qui priment pour les variétés spéciales. Il faut raconter son histoire. Donc, on parle beaucoup de storytelling. Les producteurs de pommes ont intérêt à raconter leur histoire, donc à vraiment sensibiliser le consommateur à leur réalité dans le verger. Et il catégorisait les pommes finalement en misant sur la saisonnalité, ce que les autres appelaient les variétés traditionnelles, les legacy apples, les étoiles montantes, up and coming, et les découvertes, donc vraiment les nouveautés. Et ce qui était dit, c'est qu'il faut un équilibre dans l'espace de magasin, un espace stratégique, une image avec une fluidité, parce que 75% des décisions d'achat sont faites au point de vente en magasin. C'est ce qui a été dit. Au niveau des bienfaits maintenant, ce qui serait à mettre de l'avant, c'est qu'est-ce que les pommes peuvent faire pour moi spécifiquement. L'exemple qui était dit, c'est prévenir le cancer, par exemple, être vraiment spécifique de manière individuelle, qu'est-ce que les pommes peuvent amener au consommateur. Des énoncés plus larges comme une pomme par jour éloigne le médecin toujours. C'est beaucoup trop flou maintenant pour le consommateur d'aujourd'hui. Il faut vraiment être spécifique sur les bénéfices que peuvent apporter les pommes au niveau individuel, au niveau du consommateur. Ensuite, ce qui mettait de l'avant, c'est les usages, donc catégoriser les différentes sortes de pommes pour la cuisson, pour la pomme croquante, pour la compote, etc. Donc, vraiment de donner des trucs de consommation aux consommateurs. Et pour les goûts différents, donc, il y avait une catégorie nommait les high flavor varieties, donc de mettre de l'avant les goûts différents des différentes variétés pour vraiment les mettre en valeur selon le goût. Euh, Chose que j'ai été surprise, bon, on est au Texas, mais l'origine, il n'y avait pas c'était pas des facteurs prioritaires. Donc, il n'y a pas beaucoup de pommes cultivées au Texas, très peu même. Donc, là, il y avait moins un sentiment d'appartenance à l'origine du produit. Pour revenir à la présentation de Tom Barnes sur les tendances de consommation, il y avait certains éléments sur ce que nous réserve 25-26. Ce qui a été dit, c'est que chez les consommateurs, on a encore une tendance vers la saine alimentation. On recherche de nouvelles expériences et on veut faire des économies. Chez les détaillants, maintenant, on parle de nouveautés pour augmenter les ventes. C'est sûr que c'est tout le temps accrocheur d'avoir des nouveautés en magasin. Pour les opportunités, on parle d'un meilleur assortiment et de nouveaux produits, nouveaux marchés. Par exemple, les pommes séchées qu'on a vues, les pommes biologiques. Donc, toujours dans le développement de nouveaux produits pour attirer de nouveaux clients, avoir l'effet nouveauté chez les détaillants, mais tout le temps en gardant en tête que le consommateur recherche quelque chose de sain au niveau de sa santé, il recherche des nouvelles expériences tout en faisant des économies. Donc, vous voyez, j'ai toujours la référence de la présentation d'origine à droite. Si vous allez sur le site du US Apple, vous pouvez retrouver toutes les présentations, les PowerPoint d'origine si ça vous intéresse. Donc, dans celle-ci, on avait une question qui était comment augmenter la consommation? On a vu les données de stagnation au niveau de la pomme fraîche, on a vu les tendances dans les volumes de vente et dans les prix. Donc, ce qui est proposé, c'est offrir ce que les consommateurs veulent. C'est facile à dire, peut-être moins facile à faire. Des produits qui apportent du bonheur. Misons sur le bonheur, la joie de vivre et qui procurent d'excellentes expériences alimentaires. Les preuves de ça, selon le conférencier,
Les nouvelles technologies qui ont résolu les problèmes de qualité, donc les pommes sont plus croquantes, même les pommes entreposées, ça on l'a vu beaucoup au Québec, la modernisation des entrepôts, les nouvelles technologies Smart Fresh. Donc ça, c'est vraiment une preuve qu'on est capable d'aller donner aux consommateurs ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une pomme fraîche, croquante et lui faire vivre de nouvelles expériences. Les nouvelles variétés de pommes sur le marché de 2001 à 2016 a démontré que la pomme peut maintenir sa place et offrir de la nouveauté. Les autres parlaient des What's Next Varieties. Quelles vont être les variétés du futur? Ben, tout le monde se pose la question. La tarification des variétés clubées, quand on regarde les prix associés aux variétés clubs, ils sont plus élevés, ils se vendent plus cher, c'est-à-dire, mais ils ont une valeur ajoutée donc pour le consommateur. Les décalages historiques de la courbe de demande, ce qu'on a vu plus tôt, quand une variété est nouvelle, on en vend moins, mais le prix est meilleur. Et après ça, il y a une certaine maturité de la variété sur les marchés. Pour développer les marchés d'exportation en réduisant les barrières à l'entrée, ça a été un sujet, vous devinez, là, qui a été beaucoup discuté lors du US Apple. Les producteurs américains mettent beaucoup d'efforts dans le développement des marchés d'exportation, veulent diversifier leurs marchés d'exportation, s'attendent à développer de nouvelles ententes entre les États-Unis et différents pays pour augmenter leurs exportations vers l'étranger. Pour augmenter la consommation, maintenant, il y a vraiment des opportunités de faire des relations publiques non dispendieuses, tout ce qui est réseaux sociaux. Pour les entreprises, c'est sûr que c'est une opportunité de diffuser le message, de faire connaître les produits de la pomme. Et pour ce qui est de la promotion sur ou près des lieux de vente en association avec les détaillants, c'est une stratégie jugée gagnante pour augmenter la consommation. Donc, vraiment faire la promotion sur les lieux de vente de la pomme, vraiment en partenariat avec les détaillants. Et finalement, ce qui était dit, c'est que les campagnes de promotion en dehors des lieux de vente, donc publicité générique, traditionnelle si on veut, euh, plus télé, imprimé, donc tout ce qui est autre que réseaux sociaux et sur les lieux de vente, mais le retour sur l'investissement est très bas là, si on parle d'augmenter la consommation de pommes. Donc, en conclusion, voici mes observations avec des informations tout le long de la chaîne d'approvisionnement, donc du producteur jusqu'au consommateur, en lien avec les différentes présentations qu'il y a eu lors du dernier US Apple Outlook. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup aux producteurs de pommes du Québec de m'avoir donné l'opportunité d'assister à la conférence. Donc, le Québec était présent. Si vous avez des questions ou des réflexions à partager, vous pouvez utiliser la section commentaires ci-dessous. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite une bonne fin de récolte et n'hésitez pas à me contacter si vous avez ou si vous voulez plus de détails ou seulement en discuter.